Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette rediffusion de ma soutenance de thèse qui s'intitule Écologie des routes vers un modèle prédictif des risques de collision entre faune sauvage et véhicules. Une thèse donc menée à l'école doctorale E2M2 sous la direction de Thierry Langagne du LENA et de Christophe Bonenfant du LBBE, qui a été également co-encadrée par la Ligue de protection des oiseaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec notamment Julien Girard-Clodon en tant que co-encadrant. Je remercie tout particulièrement le jury qui a accepté de relire mes travaux. Alors je vais commencer par vous replacer l'écologie des routes dans un contexte plus global, et ce contexte, c'est une crise majeure de la biodiversité que nous traversons actuellement. Une crise majeure de la biodiversité qui se traduit par une augmentation des taux d'extinction des espèces sur les 2 derniers siècles. Une extinction qui est à la fois très étudiée par la communauté scientifique, mais qui commence également à faire du bruit dans les médias sous le nom parfois controversé de la 6e extinction de masse. Alors ce déclin de la biodiversité a plusieurs causes. Des organismes comme l'IPBES ont listé la plupart des moteurs de cette perte de biodiversité. Je vais donc vous les lister ici: les changements d'utilisation du sol, l'exploitation directe des espèces animales et végétales, la pollution sous toutes ses formes, les espèces invasives qui envahissent les habitats et le changement climatique. L'IPBES ajoute également un facteur dit indirect, c'est la déconnexion de l'homme avec la nature. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans un contexte d'écologie des routes ? Eh bien c'est parce que le réseau routier cristallise en fait un grand nombre de ces moteurs de perte de la biodiversité. En effet, le premier point, c'est que construire une route, ça représente une perte nette de surface d'habitat pour les espèces animales et végétales, une perte qui s'élève tout de même à 3% du territoire en France. Mais aussi, les routes sont des barrières à la dispersion des espèces, ce qui s'appelle donc la fragmentation. Alors cette barrière peut venir du fait que la route est bruyante ou alors polluée, ce qui donne aux espèces peu de chances de s'en approcher. Mais également il peut y avoir une probabilité de mortalité par collision avec un véhicule lorsque l'animal traverse, qui est aussi une source de fragmentation. Une fragmentation qui entraîne souvent des conséquences génétiques comme l'augmentation des taux de consanguinité dans les populations et qui également met en péril la résilience de ces populations sauvages. Mais de plus, le fait de construire une route modifie sur le long terme le paysage en modifiant les patrons d'érosion. Et les véhicules, quant à eux, sont à l'origine d'une pollution chimique, alors que ce soit les hydrocarbures ou alors les particules émises par les moteurs. Cette pollution qui se retrouve par le ruissellement des eaux dans les habitats environnants, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Les véhicules génèrent également une pollution cette fois-ci acoustique, et la pollution acoustique dégrade la qualité des habitats alentours, par exemple en diminuant l'immunité des individus. Et pour finir, les routes sont des couloirs de dispersion cette fois-ci, mais pour les espèces invasives, c'est-à-dire que les bords de route étant très pollués, les espèces végétales qu'on retrouve sur ces bords de route sont plutôt des espèces invasives, qui de plus peuvent être transportées par les véhicules sous forme de graines, mais les espèces animales peuvent aussi se servir des véhicules comme des vecteurs de dispersion. Ça a notamment été montré dans l'équipe avec l'exemple de la fourmi. Alors si tous ces exemples sont connus de longue date par la communauté scientifique, ce n'est qu'au début des années 2000 qu'un professeur du nom de Richard Foreman décide de rassembler tous ces effets et de leur donner une bannière qui est l'écologie des routes. Ce rassemblement permet notamment l'introduction d'un nouveau concept qui va s'appeler le Road Effect Zone, ou plutôt le rayonnement écologique de la route, c'est-à-dire qu'il est maintenant possible, en additionnant tous ces effets, de calculer la fraction du territoire qui est directement impactée par la présence des routes, ou plutôt devrais-je dire par la présence du réseau routier. Et ce même Richard Foreman, au niveau des États-Unis, est arrivé à la conclusion que 1/5 du territoire est directement impacté par le réseau routier. Et il faut se rendre compte que les États-Unis ont une densité de routes qui est autrement plus faible que ce qu'on peut avoir chez nous en Europe de l'Ouest. Donc avec cette illustration, vous comprenez assez facilement l'énorme importance écologique du réseau routier et aussi pourquoi il est si important de l'étudier. Alors il y a un moteur de perte de la biodiversité que j'ai laissé de côté, c'est la question de la surexploitation des espèces animales et végétales.
Si la route n'a pas exactement ce type d'effet sur les populations, elle entraîne cependant une mortalité additionnelle des espèces sous la forme de collisions avec les véhicules, ce qui est donc une source de prélèvement dans les populations. Alors ces collisions, c'est ce qui m'intéresse au cours de ma thèse. On a assez peu de chiffres à grande échelle pour vraiment mesurer l'ampleur de cette mortalité. Ici, je vous présente une méta-analyse, c'est-à-dire un rassemblement de plusieurs études qui sont faites à petite échelle et qui arrivent à une estimation globale d'environ 200 millions de mammifères qui meurent par an en Europe à cause des collisions et 30 millions d'oiseaux. Si je n'ai pas ces chiffres pour les autres clades, je peux vous les fournir à l'échelle de la Finlande avec une étude un peu plus ancienne, 0,2 millions de reptiles et 1 million d'amphibiens. Alors la méconnaissance de cette ampleur du phénomène conduit fatalement à un manque de considération de cette source de mortalité dans la biologie de la conservation, mais a également des répercussions en biologie fondamentale, puisque plusieurs auteurs nous disent que certains traits biologiques pourraient accentuer les risques de collision et donc cela entraînerait naturellement que les routes seraient des nouvelles pressions de sélection qui agiraient donc sur la sélection naturelle et pourraient mener à des modifications génétiques des populations. Enfin, d'un côté un peu plus pragmatique, l'OFB nous fournit une estimation du coût par an des collisions entre les véhicules et les chevreuils, 115 millions d'euros par an tout de même. Et le fait de construire un pont, comme vous les voyez ici en photo, pour laisser passer la faune au-dessus des autoroutes, ce sont tout de même des projets à plusieurs millions. Il y a donc des enjeux qui sont à la fois financiers, mais surtout des enjeux scientifiques et de conservation à mieux comprendre, savoir estimer et également savoir prédire ce phénomène des collisions. Alors justement, la littérature sur les collisions est une littérature qui est assez riche avec beaucoup d'études empiriques qui vont décrire les facteurs qui favorisent la survenue de collisions sur un territoire. On retrouve des facteurs liés aux caractéristiques des routes, il y a le volume de trafic ou encore la vitesse du trafic. Il y a des facteurs dits paysagers, c'est-à-dire l'utilisation des sols ou encore les métriques de connectivité des habitats. Des facteurs temporels cette fois-ci comme la saison ou encore même les phases de la Lune. Et comme je le disais juste avant, certains traits biologiques peuvent amener certaines espèces à être plus à risque, par exemple le régime alimentaire ou encore l'abondance des espèces. Le problème de ce système des collisions tel que je vous l'affiche ici, c'est que c'est un système qui est extrêmement complexe et donc nécessairement sa variabilité est très difficile à appréhender. De ce fait, il y a de nombreuses zones d'ombre qui persistent. Par exemple, si on prend le volume de trafic, certains auteurs concluent que plus la route est passante, plus les risques de mortalité de la faune sauvage sur cette route sont élevés. Au contraire, d'autres auteurs trouvent au moyen d'études empiriques que ce sont plutôt les routes de moyen volume qui sont les plus dangereuses. Alors, comment savoir qui a raison ? Eh bien, l'idéal, ce serait de fixer l'ensemble de ces facteurs qui sont tous en interaction pour n'en étudier qu'un à la fois. Si ce n'est pas possible ou très difficile à faire en réalité, il est possible de le faire au moyen de techniques de modélisation. Des techniques de modélisation qui sont pour le moment très marginales dans la littérature. Il faut donc plus d'approches théoriques de la question des collisions. Je me permets de vous signaler au passage qu'il semble y avoir une variable sous-jacente qui se dégage de la plupart de ces prédicteurs, variable sous-jacente qui est en fait la question du déplacement et de l'activité des espèces sauvages. Cette question du déplacement peut se modéliser avec beaucoup de précision grâce aux avancées en écologie du mouvement. Cependant, les modèles théoriques ne sont par définition que des représentations simplifiées de la réalité et on ne peut donc jamais entièrement se soustraire aux études empiriques. Ces études empiriques, bien que nombreuses, sont souvent freinées par la difficulté à récolter des données. En effet, il est difficile de fournir l'effort nécessaire pour récolter des jeux de données qui soient représentatifs de la variabilité de ce système. À titre d'exemple, en France, nous avons plus d'1 million de kilomètres de routes mises bout à bout. Les collisions concernent toutes les espèces terrestres et se passent également de manière continue. Ça fait donc énormément de choses à surveiller. Il faut donc aussi se poser la question de la récolte des données de collision. Et la question de la récolte des données à large échelle, c'est une question récurrente en écologie et une question qui trouve souvent sa réponse dans l'utilisation des sciences participatives. Les sciences participatives, c'est lorsque l'on demande à des personnes non scientifiques de venir contribuer à un projet de recherche et notamment au processus d'acquisition des données.
Les sciences participatives peuvent être opportunistes. Opportuniste, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan d'échantillonnage défini, mais plutôt que les reports d'observation se font au fil de l'eau. Vous avez notamment de nombreuses applications mobiles qui vous proposent de reporter les espèces que vous croisez dans votre vie quotidienne à tout moment et peu importe où vous vous trouvez. Ici, je vous mets l'exemple du projet Faune France porté par la LPO. Cependant, bien que cette méthode permette d'avoir de grosses bases de données rapidement, le manque de plans d'échantillonnage et le manque de standardisation amènent fatalement à des biais, et donc ces données ne sont pas faciles à exploiter par les scientifiques. En réponse à cela, ont émergé les protocoles participatifs, les projets participatifs protocolés. Ici, je vous donne l'exemple d'un projet porté par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui par ailleurs est assez pionnier de ce genre de projet. Je vous donne l'exemple de l'opération Papillon. Cette fois-ci, les participants de l'opération Papillon doivent se plier au protocole, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent observer les papillons que dans des points d'échantillonnage définis à l'avance, et ils sont tenus de reporter tous les individus et toutes les espèces. Ces données donc plus standardisées sont également plus facilement exploitables pour les scientifiques, ce qui donne respectivement 2 papiers ici que je vous ai mis en exemple, un sur l'impact de l'urbanisation et le second sur l'impact de l'utilisation des pesticides sur les communautés de papillons. Nous avons donc à droite des données plus robustes, mais qui demandent également plus d'investissement de la part des participants, ce qui conduit fatalement à une réduction de leur nombre, alors qu'à gauche, nous avons un moyen de récolter plus de données plus rapidement et sur de plus grandes échelles, mais avec beaucoup moins de standardisation. Alors justement, lorsqu'on s'intéresse aux collisions routières, ce qui est fait, ce sont des reports opportunistes d'écrasement d'animaux, c'est-à-dire qu'au moyen souvent d'applications mobiles, les participants sont invités à signaler tous les animaux écrasés rencontrés lors de leur déplacement quotidien. Cependant, comme vous le voyez ici sur une carte qui est probablement non exhaustive, il y a énormément de projets qui sont en cours. Il y a donc énormément de données récoltées au niveau mondial. Cependant, il y a assez peu d'utilisation de ces données, encore une fois par manque de standardisation, et donc ces bases de données biaisées ne sont pas facilement exploitables. Je vous donne un exemple ici de ces fameux biais dont je parle depuis tout à l'heure avec le projet The Road Lab. C'est un projet de report opportuniste participatif d'écrasement routier en Angleterre. Ici, les auteurs s'intéressent à la fréquence d'écrasement des faisans et également des pigeons. Et alors même si ce n'est pas vraiment le sujet du papier, les auteurs notent tout de même qu'en moyenne, il y a 2 fois plus de reports de faisans qu'il n'y a de reports de pigeons. Cependant, comme ils le concluent très bien, cela peut être aussi bien dû à une différence dans la mortalité qu'à une différence dans la détection du faisan ou encore dans la facilité d'identification de cette espèce par rapport aux pigeons. On a donc des données qui existent, qui sont à très large échelle, qui sont très prometteuses, mais qui ne sont pas faciles à exploiter. En effet, on peut définir un entonnoir de conversion qui nous permet de passer d'un écrasement à la base de données. Pour qu'un animal écrasé soit reporté dans un projet participatif, il faut tout d'abord que cet animal soit toujours présent sur la route lorsqu'un observateur passe. Il faut ensuite que cet observateur qui passe soit en mesure de voir l'animal. Et pour finir, puisqu'il n'y a pas de protocole défini dans ces bases de données, il faut que l'observateur ait la volonté de signaler son observation. Si cet entonnoir de conversion était toujours le même, le nombre de données dans les bases de données serait simplement un indice du nombre d'écrasements. Cependant, comme on l'a vu avant avec le faisan, on a de bonnes raisons de penser que selon l'espèce ou encore d'autres facteurs temporels et spatiaux, cet entonnoir de conversion va être modifié. Donc pour réussir à corriger les données existantes, il faut comprendre cet entonnoir de conversion pour ensuite arriver à un modèle correctif. On arrive donc très naturellement à mon projet de thèse qui a duré 3 ans et qui s'articule autour de 2 volets complémentaires. Vous avez d'abord un volet théorique que j'ai amené un petit peu plus tôt. Volet théorique donc d'un modèle mécanistique qui se base sur une modélisation fine des trajectoires des animaux mais également des véhicules. Et puisque c'est de la théorie, ça me permet par exemple de lever le doute sur l'effet de certains prédicteurs comme le volume de trafic, l'abondance ou encore l'utilisation des habitats.
Ça représente un peu plus d'1 an de travail. Ce modèle fait également l'objet d'une publication qui est en cours de révision dans Ecological Modeling. Cependant, aujourd'hui, et je vais en décevoir certains, par manque de temps, j'ai décidé de ne me pencher que sur le second volet, qui est le volet empirique. Volet empirique qui consiste donc à détailler cet entonnoir de conversion et établir un modèle de correction en se basant sur une base de données opportuniste. Cette base de données opportuniste, c'est la base de données Faune Auvergne-Rhône-Alpes, que je vais appeler Faunora par la suite. Alors Faune Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc une déclinaison régionale de Faune France, c'est tout d'abord un projet de report opportuniste d'animaux vivants, c'est-à-dire qu'au moyen d'un site internet ou d'une application mobile, vous êtes invité à reporter toutes les observations d'animaux de toutes les espèces que vous rencontrez pour un total tout de même de 28 millions de reports sur plus de 15 ans. Il y a également la possibilité dans cette base de données de reporter des animaux qui sont rencontrés déjà morts, et notamment déjà morts sur les routes, ce qui conduit au sein de Faunora à une sous-base de données, une base de données cette fois-ci d'écrasement. Vous avez ici un exemple des reports uniquement pour l'année 2022, vous voyez que c'est une base qui est quand même bien alimentée. Il y a quasiment 100 000 reports sur plus de 10 ans pour quasiment 600 espèces, ce qui en fait facilement l'une des bases de données les plus importantes au niveau mondial. Alors je vais vous détailler plusieurs expériences qui nous permettent d'étudier cet entonnoir de conversion. On va commencer par le premier point, c'est la question de la persistance de l'animal. Donc rappelez-vous qu'il y a une fenêtre de disponibilité de l'animal pendant laquelle il est disponible à la détection si quelqu'un passe devant, avant qu'il ne soit enlevé de la route. Cette question de la persistance a déjà été étudiée dans la littérature puisque c'est aussi un problème qui se pose en dehors des sciences participatives pour tous les comptages qui sont cette fois-ci standardisés. C'est-à-dire que quand les chercheurs veulent des données de collision, sans passer par les sciences participatives, la méthode c'est de surveiller un tronçon de route à intervalles réguliers et d'y compter les écrasements. Cependant, ces intervalles réguliers dans la littérature sont souvent au mieux tous les jours. Donc naturellement, la persistance des animaux a toujours été calculée en nombre de jours. Ici, si on se penche sur des sciences participatives, on a de bonnes raisons de penser que la fréquence de passage des observateurs sur la route peut être plus fréquente que toutes les 24 heures. Il faut donc préciser ces estimateurs de persistance. Encore une fois, grâce à la littérature, nous savons que plusieurs facteurs peuvent venir augmenter ou au contraire diminuer la vitesse de disparition de l'animal qui est sur la route. L'espèce, la saison, la présence de pluie, le trafic routier ou encore la position de l'animal sur la route peuvent déterminer le temps que l'animal restera. Une grande inconnue cependant, c'est le mécanisme de disparition de l'animal. En effet, un animal écrasé sur la route peut être enlevé par un charognard, peut être écrasé par les pneus des voitures jusqu'à ce qu'on ne le voit plus, ou peut être enlevé ou déplacé par quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été étudié. Nous avons donc lancé deux expériences qui s'occupent de plusieurs espèces présentes dans la région avec des catégories de taille très variées. Tout d'abord, sur les espèces moyennes à grandes, il y a un protocole qui a été mis en place avec des pièges photographiques. Nous avons donc étudié la persistance des animaux en fonction de leur poids, ou plutôt du poids de l'espèce, de la saison dans une expérience que j'aurai pas le temps de vous détailler aujourd'hui, et du trafic routier, et également puisqu'on utilise des pièges photos, on se permet d'avoir des informations sur cette mécanique de disparition. Pour les petites espèces cette fois-ci qui ne sont pas visibles avec des pièges photos, on va implémenter un protocole un peu différent que je vais vous expliquer juste après et on regarde l'effet de l'espèce, du trafic et de la pluie et également de la position sur la route puisque je peux me permettre de mettre un petit animal au milieu d'une voie mais pour des questions de sécurité je ne peux pas vraiment le faire avec un chevreuil. Alors vous voyez en bas à gauche le petit badge, puisque certaines de ces espèces sont protégées, nous avons fait appel à la DREAL pour obtenir les autorisations nécessaires. On commence par la première expérience, c'est l'expérience sur les petits animaux. Donc les petits animaux ici ce sont des petites espèces de passereaux ainsi que des amphibiens. Et le protocole est le suivant. Sur un tronçon de route défini, nous plaçons 10 carcasses fraîches avec une position qui est tirée au hasard, puis l'observateur passe toutes les 2 heures pour repérer celles qui ont disparu. Ces tronçons de route sont répétés à plusieurs endroits de la région afin d'obtenir plusieurs volumes de trafic. Et ces données sont
analysés avec des modèles de survie dits Cox-PH avec de la censure par intervalle. Alors les résultats se présentent de la façon suivante. Vous avez en ordonnée ce qui s'appelle un temps médian de persistance, c'est-à-dire pour un tronçon de route donné, le temps qui s'écoule pour que la moitié des animaux placés sur la route ait disparu, à mettre en relation en bas avec le volume de trafic de la route. Pour les amphibiens, voici les résultats. Le modèle nous dit que le volume de trafic de la route a une forte influence sur la vitesse de disparition, avec des animaux qui disparaissent beaucoup plus vite lorsque la route est fréquentée. En revanche, vous voyez en bleu et en jaune les répétitions par temps sec et par temps de pluie. Il n'y a significativement aucune différence entre les deux. Pour ce qui est des amphibiens, cette fois-ci les résultats sont un petit peu différents, ce qui est assez surprenant. Pour ce qui est des passereaux, pas des amphibiens. Quel que soit le volume de la route, tous les passereaux avaient disparu environ à la même vitesse, c'est-à-dire que dans les 2 premières heures de l'expérience, 80% des carcasses de passereaux avaient déjà été enlevées. Toujours pas d'effet de la pluie. Et pour finir sur la position de l'animal sur la route, seuls les amphibiens ont montré un effet significatif, c'est-à-dire que les carcasses d'amphibiens que nous avons placées dans le trajet habituel des pneus, que j'ai matérialisé ici en rouge, ces amphibiens disparaissaient plus vite que des amphibiens placés en dehors de ces zones. Nous avons donc 2 espèces de même taille mais qui réagissent bien différemment lorsqu'il s'agit d'étudier leur persistance, et dans les 2 cas, les temps médians de persistance sont assez courts, donc finalement la fenêtre pour détecter l'animal avant qu'il disparaisse est courte, ce qui conduit fatalement à une sous-estimation du nombre réel d'écrasements lors des comptages, qu'ils soient opportunistes ou protocolés. Seconde expérience, maintenant avec des animaux un petit peu plus gros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un protocole qui utilise des pièges photographiques, c'est-à-dire que l'animal est placé au bord de la route, surveillé par un piège photographique, c'est-à-dire un appareil photo qui se déclenche au mouvement. Si on regarde l'effet du poids de l'animal, ou plutôt du poids de l'espèce sur sa vitesse de disparition, je vous montre ici des courbes de survie. Vous avez donc en ordonnée une probabilité de persistance et vous avez en bas un temps qui s'écoule, le temps 0 correspondant au moment où l'animal est placé sur la route. Et voici ce que ça donne pour différentes catégories de poids. Il n'y a statistiquement pas de différence dans la vitesse de disparition de l'animal avec son poids. Et je précise que si ici j'ai représenté la variable en catégorie, c'est bien une variable continue qui est considérée dans le modèle Cox-PH. Pour ce qui est du trafic routier, c'est la même chose, toujours une variable continue et toujours pas d'effet significatif. Alors maintenant, puisqu'on prend en photo la disparition de l'animal, on peut se pencher sur la question du mécanisme de disparition. Les hypothèses de la littérature semblent tendre vers une prévalence certaine de l'impact des charognards sur la disparition des animaux. Donc c'est aussi ce qu'on s'attendait à voir. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu, puisque la moitié des animaux que l'on a placés sur la route ont en fait été déplacés par des utilisateurs de la route. Alors quand je dis déplacés, ils ont été a priori très rarement emmenés par les gens, mais ils ont été plus souvent mis dans des fossés ou traînés sur les bas-côtés de façon à ce qu'ils soient complètement invisibles lorsqu'on passe en voiture. Et il y a seulement 2 animaux qui ont été effectivement mangés par des charognards. À l'aide d'un modèle multinomial mixte, prenant notamment en effet aléatoire la position du piège photo, nous regardons l'impact du poids de l'animal et également du trafic de la route sur la probabilité que l'une ou l'autre de ces méthodes soit la cause de la disparition de l'animal. On voit par exemple en haut que ce sont significativement les gros animaux qui sont déplacés par des gens, probablement parce que ce sont les plus faciles à détecter. Et on voit en bas que ce sont les animaux placés sur des routes très passantes qui sont les plus souvent écrasés par les pneus des voitures jusqu'à disparition. En revanche, lorsque l'on regarde l'effet de ce mécanisme de disparition sur la vitesse de disparition, il n'y a pas d'effet. La disparition des gros animaux, ou plutôt moyens à gros, est donc a priori indépendante de leur poids, de la route, mais également du mécanisme de disparition, ce qui me conduit à vous représenter une seule courbe de survie, avec un temps médian, c'est-à-dire le temps pour que 50% des animaux aient disparu, de 10h36. Également ici une fenêtre de temps assez courte pour les détecter. Alors la détection justement, puisque là on a une fenêtre de temps de disponibilité à la détection, mais ça ne veut pas dire que l'animal est vu.
En écologie, cette question de la détection lors des processus d'échantillonnage revient assez souvent et a conduit notamment à la mise en place de méthodes spécifiques comme l'échantillonnage entre insectes ou encore les méthodes double observateur. Pour ce qui est du comptage des carcasses, cela se fait souvent au pied des éoliennes et la méthode qui est retenue dans ce cas-là, c'est, une fois le comptage effectué, d'estimer la probabilité de détection de chaque animal et de venir ensuite corriger les données de comptage. C'est également cette méthode qui est souvent utilisée lors des comptages routiers. En effet, plusieurs auteurs, suite à un comptage routier standardisé qu'ils ont en général mené eux-mêmes, ont estimé les probabilités de détection, soit en catégorie de taille, soit en taxon, d'un animal écrasé sur la route lorsque l'observateur se déplace en voiture. Vous voyez par exemple que sur les mammifères, les probabilités de détection sont très variables selon les auteurs, ce qui vient probablement d'une répartition différente des tailles des espèces au sein de ce taxon, ce qui nous conduit à nous dire que si ces probabilités sont utiles dans le contexte de l'étude, elles sont difficiles à appliquer à d'autres situations. Il faudrait donc plutôt obtenir un modèle prédictif de la probabilité de voir l'animal selon sa taille et de considérer cette taille de l'animal comme une variable continue, ce qui augmente en plus la puissance statistique. Et un deuxième point, c'est la question du contexte d'observation, puisque tous les exemples que je vous ai montrés considèrent des échantillonnages protocolés, standardisés, donc des comptages routiers faits par des chercheurs, c'est-à-dire des gens qui conduisent avec comme tâche de récolter le plus d'observations d'animaux écrasés. Cependant, si on s'intéresse aux données opportunistes, les personnes participantes sont plutôt en train de conduire dans leur vie quotidienne et peuvent parfois rencontrer un animal écrasé. Et on peut se demander si cette probabilité de détection lorsqu'on n'est pas concentré sur la recherche est la même, et si elle n'est pas la même, quelle est la différence entre les deux ? Dans un souci de standardisation entre ces deux contextes de recherche, nous avons fait le choix d'utiliser des animaux empaillés pour représenter les animaux écrasés, avec, encore une fois, les autorisations nécessaires auprès de l'ADREAL. Alors, ces animaux empaillés ont été tout d'abord placés aléatoirement sur un tronçon de route de 20 km. Nous avons ensuite recruté 17 participants bénévoles qui sont venus avec leur véhicule, ont fait le trajet et nous ont fait la liste des animaux repérés. C'est donc un contexte de comptage routier classique. De l'autre côté, pour répliquer un contexte de signalement d'écrasement opportuniste, nous avons en fait attendu l'Assemblée Générale de la LPO, mais également d'autres réunions, ça s'est fait en plusieurs sessions. Il y avait donc les adhérents de la LPO qui se rendaient à une réunion et sur leur trajet, au préalable, je suis venue placer des taxidermies pour répliquer des animaux écrasés. Et ce n'est qu'au début de la réunion que les participants ont été mis au courant de l'expérience, donc ils étaient déjà passés devant les animaux, et on leur a fait passer un questionnaire en leur demandant de nous dire quels animaux avaient été détectés, avec toujours une espèce contrôle qui n'était donc pas présente sur la route pour contrôler les faux positifs. Les résultats de cette expérience sont cette fois-ci analysés avec une régression logistique mixte avec en facteur aléatoire l'identité de l'observateur. Vous avez en haut les résultats pour les observateurs attentifs et en bas les résultats pour les observateurs dans un contexte de sciences participatives, donc qui n'étaient pas au courant que l'on menait cette expérience. On voit tout d'abord que significativement dans les deux cas, plus l'animal est gros, plus il est vu, ce qui est assez logique. Mais surtout pour une même taxidermie, si la personne n'a pas été prévenue à l'avance qu'il fallait chercher des animaux écrasés, eh bien cette probabilité de voir l'animal chute fortement avec une différence d'un facteur de 34%. Le contexte de recherche est donc très important lorsqu'il s'agit des probabilités de détection. Et pour finir, on va se pencher sur la question du taux de report. Alors le taux de report, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité qu'un animal qui a déjà été détecté soit effectivement signalé. Or, je vous rappelle qu'on est dans des sciences participatives sans protocole, il n'y a donc pas d'obligation de la part des participants de signaler toute leur détection. Cette question du taux de report a déjà été abordée par plusieurs auteurs qui émettent l'hypothèse que probablement tous les animaux détectés, qu'ils soient des écrasements ou des animaux vivants, ne sont pas reportés. Cependant, ça n'a jamais été montré de manière formelle. Je vous présente donc ici une approche préliminaire visant à étudier ce taux de report. Ça ressemble beaucoup à l'expérience que j'ai décrite juste avant.
des adhérents de la LPO qui se rendent à une réunion. Parmi ces adhérents de la LPO, un certain nombre de contributeurs réguliers du projet Faunora pour reporter des animaux écrasés. Je place donc une taxidermie à leur insu avant leur passage. Les contributeurs passent devant cette taxidermie. Je surveille ensuite la base de données pour vérifier lesquels de ces contributeurs ont reporté mes animaux en tant qu'animaux écrasés. Et puis je contacte un par un ces contributeurs pour leur demander s'ils avaient vu mes animaux. Cela nous conduit à une suite d'états d'un animal donné pour un observateur donné. L'animal peut être présent, détecté et reporté. Et l'on passe d'un état au suivant avec des probabilités. Ici, une probabilité de détection pour que l'animal soit détecté et une probabilité de report pour que l'animal détecté soit effectivement reporté. Et cet objet mathématique, ça s'appelle en fait une chaîne de Markov. Chaîne de Markov que l'on va mettre dans un modèle statistique avec une approche bayésienne qui vont nous permettre d'estimer la probabilité de détection et la probabilité de report. J'ai donc obtenu 76 chaînes de Markov et je vous montre ici les résultats du modèle bayésien pour la probabilité de détection. Alors les résultats que vous voyez, c'est ce qui s'appelle une distribution a posteriori, c'est-à-dire l'estimation selon le modèle de la valeur de probabilité de détection qui est estimée ici à environ 3,32% avec 95% de chances pour que cette probabilité se situe réellement entre 1,11 et 6,61%. Ce qui est tout à fait cohérent avec les expériences de détection présentées un peu plus tôt de par la taille des taxidermies que j'ai utilisées. Pour ce qui est de la probabilité de report, on arrive sur une estimation d'environ un tiers des animaux qui sont vus, qui sont finalement reportés par les personnes. Cependant, comme vous le voyez, l'intervalle crédible est entre 5 et 72%. Nous avons donc une méthode qui fonctionne, mais une méthode assez imprécise. Nous avons cependant réussi à proposer une méthodologie innovante et démontrer formellement que le taux de report dans un projet participatif est de moins de 100%. Cependant, il y a quelque chose que je pourrais faire pour améliorer un petit peu cette précision, c'est l'utilisation de points de données supplémentaires, mais avec un maillon manquant. En effet, il y a un certain nombre de cas où je n'ai pas été capable de rentrer en contact avec les contributeurs, qui généralement ne répondaient pas au téléphone ou n'avaient pas laissé leur téléphone tout simplement. Si je ne peux pas ajouter ces points de données au modèle tel qu'il est, je peux essayer une méthode statistique un tout petit peu plus compliquée qui serait une chaîne de Markov dite cachée. Donc c'est une méthode qui est qui est en ce moment à l'étude pour essayer de préciser un petit peu cet intervalle. Et pour finir, maintenant que je vous ai détaillé cet entonnoir de conversion, je vais vous montrer le processus de correction. Processus de correction qui demande évidemment de faire des maths. Je m'appuie sur quelque chose qui a déjà été publié dans la littérature. C'est une équation différentielle qui permet d'intégrer à des données de comptage standardisées la probabilité de persistance des animaux. Avec plusieurs entités, la fonction G de t, c'est le nombre d'animaux comptés au temps t sur la route. Le paramètre T de R, c'est le temps caractéristique de persistance qui se calcule un peu comme le temps médian de persistance. Et pour finir, lambda, c'est le taux réel de collision, donc c'est ce qui nous intéresse ici. Cette équation a une solution qui est de cette forme-là et je propose ici simplement d'étendre cette solution pour y faire apparaître la probabilité de détection et la probabilité de report dans le contexte des sciences participatives. Je vais vous donner des exemples d'application de ce modèle. Alors tout d'abord, on va mettre de côté cette histoire de taux de report, on verra après pourquoi. Si je m'occupe que de la persistance et de la détection, on a trouvé qu'un effet du poids de l'animal et pas de la saison ni du trafic sur ces étapes-là. Je vais donc me permettre de m'affranchir des aspects temporels et spatiaux et de travailler à l'échelle de toute la région et à l'échelle d'une année entière, l'année 2022. En 2022, 612 renards signalés écrasés dans Faunora, 336 écureuils, 276 buses et 201 petits passereaux de 21 espèces différentes. Lorsque l'on applique le modèle de correction, nous arrivons à ces chiffres-là. Par exemple, pour les passereaux, 168 880 passereaux estimés morts dans la région en 2022 à la suite de collisions avec des véhicules, avec en dessous, vous le voyez, un intervalle de confiance entre 50 000 et 500 000.
Alors maintenant, si j'ajoute la probabilité de report, eh bien cette probabilité de report a une certaine incertitude autour de son estimation, et c'est une incertitude qui se répercute fatalement sur l'incertitude autour des estimations de collision. Vous voyez, entre 200 000 et 3 millions de petits passereaux morts sur les routes. Alors vous voyez également que le facteur de conversion, c'est-à-dire la multiplication pour passer du nombre de signalements au nombre de collisions, est bien différent selon les espèces, ce qui est normal puisque toutes les espèces ne persistent pas aussi longtemps et ne sont pas tout aussi détectables selon leur taille. Et si je reviens à cette borne des 3 millions pour les passereaux, cela correspond à un taux de report minimal donc de 5%, ce qui est peut-être pas si irréaliste que ça lorsque l'on sait que les passereaux sont des espèces qui sont très difficiles à identifier d'un coup d'œil lorsqu'on passe sur la route, et qui demande probablement aux gens de s'arrêter pour aller voir, ce qui peut faire chuter le taux de report. Et également, il y a une proportion inconnue de ces passereaux qui sont très probablement éjectés hors de la route au moment du choc et qui ne sont donc jamais disponibles à la détection finalement. Et c'est un chiffre qui est assez inquiétant dans un contexte de déclin global des populations de passereaux annoncé par le suivi temporel des oiseaux communs, le STOC. On arrive donc aux conclusions. Si je vous rappelle les points principaux de cette présentation, nous avons construit un modèle prédictif de la persistance des espèces animales françaises et nous avons également un modèle prédictif de leur taux de détection qui peut être estimé à la fois dans un contexte de comptage standardisé professionnel ou de sciences participatives opportunistes. Il y a ce résultat tout à fait intéressant de l'immense proportion de gens qui s'arrêtent pour déplacer les animaux morts sur la route. Alors déjà, ça a des répercussions sur nos résultats puisque on peut se demander si ce comportement qui donc n'a jamais été estimé ailleurs puisque c'est la première fois qu'on s'intéresse aux mécanismes de disparition, est-ce que ça pourrait être culturel, auquel cas nos estimations de persistance sont peut-être valables pour la France mais pas tout à fait faciles à étendre aux pays voisins. Et deuxièmement, ça nous pose un certain nombre de questions qui sortent du contexte de l'écologie puisqu'on peut se demander notamment au niveau des sciences sociales ce que ce comportement peut vouloir dire de notre rapport à la destruction de la nature, une destruction qui est le fait de nos activités humaines. Et pour finir, du côté des sciences de la conservation, si le modèle de correction des données doit être appliqué de manière rigoureuse pour chaque espèce, je peux me permettre ici d'extrapoler un petit peu et de vous donner quelques pistes de réflexion. En effet, s'il faut faire x1000 pour estimer à partir des signalements d'écureuils le nombre de hérissons, je peux extrapoler au nombre de signalements d'écureuils, au nombre de collisions, je peux me permettre d'extrapoler au nombre de hérissons pour arriver au chiffre de 13 millions de hérissons morts sur toute la base de données entre 2010 et 2023. Je peux également faire la même chose pour des espèces qui font l'objet d'un plan national d'action, comme ici le Milan royal avec 970 individus estimés morts. Et également une espèce qui fait l'objet d'un PNA, c'est le lynx. Que l'on estimerait à une mortalité d'environ 15 individus par an, ce qui est assez conséquent lorsqu'on sait que les estimations de la population du lynx vivant dans la région se situent entre 50 et 200 individus. Donc une population qui perd 15 individus par an, ce serait un chiffre très intéressant à avoir. Et je me permets de vous rajouter cette petite information que j'ai eue il y a quelques jours, c'est le centre de soins Athéna, qui est un centre de soins dans le massif du Jura. Donc attention, qui couvre plusieurs départements, notamment des départements en dehors de la région, mais qui vient de récolter son 16e lynx arrivé blessé après une collision par les voitures pour l'année 2023. Il y a donc beaucoup de questions à se poser sur ces espèces à fort enjeu de conservation, ces espèces en liste rouge, et des choses à creuser au niveau du modèle correctif pour ces espèces. Alors pour aller un petit peu plus loin sur ce projet de thèse, il faut tout d'abord appliquer de manière rigoureuse ce processus de correction aux autres espèces présentes dans la base, et peut-être même se mettre à l'échelle de la France entière, puisque je vous rappelle que Faunora est finalement une déclinaison régionale d'un projet national qui s'appelle Faune France.
Il faut se pencher sur la question de ces taux de report avec des moyens mathématiques d'affiner un petit peu les estimations que je vous ai présentées un peu plus tôt. Et puis la question du report préférentiel de certaines espèces. Par exemple, mes estimations sur le lynx un petit peu plus tôt sous-entendent que seulement un tiers des lynx qui sont détectés par les contributeurs seront signalés. Or, pour une espèce aussi charismatique, on est en droit de se dire que peut-être tous les lynx détectés sont signalés, auquel cas on passe d'une estimation de 198 morts à seulement 68. Et pour finir, il reste une grande question en suspens dans mes travaux et qui sera, je l'espère, abordée par la suite, c'est la question des patrons de présence des contributeurs. En effet, les données participatives par construction sont des données uniquement de présence d'espèces, on n'a pas de données d'absence. Donc lorsqu'il n'y a pas de données de collision, ça peut aussi bien traduire une absence réelle de collision, mais également une absence d'observateurs pour les reporter. Pour faire la différence entre les deux, la plupart des auteurs proposent des proxys, c'est-à-dire des indices de la pression d'observation. Je vous présente ici par exemple une carte du département de l'Ain, et sur cette carte sont représentés le nombre de contributeurs actifs de Faunora, attention pour reporter des animaux vivants, pas pour les écrasements. Dans les carrés blancs de cette carte, il y a peu de contributeurs qui ont été actifs en 2022. Il y a donc une pression d'observation très faible. Si par exemple on a un manque de données de collision dans ces zones blanches, on peut se dire que c'est plutôt lié au manque d'observateurs plutôt qu'à la non-présence de collision ou d'animaux morts sur les routes. Évidemment, comme je vous le mets en bas, on peut considérer et s'interroger sur la pertinence de plusieurs proxys. Est-ce qu'on ne considère que les animaux morts? Est-ce qu'on considère le nombre de reports plutôt que le nombre de contributeurs, etc., etc. Ce sont des choses qui sont à préciser et que l'on peut même utiliser dans leur globalité. Et pour finir, il y a la question de peut-être mener des campagnes ciblées de standardisation de l'effort à l'échelle de la France, c'est-à-dire de cibler dans chaque département certains tronçons de route et probablement certaines espèces à fort enjeu de conservation, et sur des campagnes d'une semaine ou 15 jours de demander aux contributeurs de signaler lorsqu'ils parcourent ce tronçon, ce qui permettrait d'avoir en fait le plan d'échantillonnage et de savoir lorsqu'il y a des données d'absence de collision autant que lorsqu'il y a une présence de collision. En résumé de tout ça, je vous ai donc présenté une manière de corriger, de pouvoir rendre exploitable une grande base de données à large échelle et sur toutes les espèces. Alors ces données, si on arrive à les corriger, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien on peut les utiliser pour répondre à des questions scientifiques. Je vous ai dit au départ que les études empiriques sur les collisions sont souvent freinées par le manque de données ou la difficulté de les récolter. Mais les données servent aussi pour la théorie, car elles servent à valider les modèles théoriques qui ne sont par définition que des simplifications de la réalité. Modèles théoriques qui, en plus d'être validés par les données, peuvent eux-mêmes amener de nouvelles questions scientifiques, ce qui a été le cas dans mon travail, bien que je ne vous l'ai pas présenté aujourd'hui, mais il faudra me croire sur parole sur ce point. Ensuite, comme je vous l'ai démontré, on peut donner des estimations de la mortalité dans la région ou à plus grande échelle, ce qui permettrait notamment d'avoir des cartes des points noirs de collision. Cartes des points noirs de collision qui sont donc différentes des points noirs de report d'espèces, enfin de report d'écrasement plutôt. Et cartes de points noirs qui sont par exemple très utiles pour cibler les endroits où construire des mesures de réduction de collision comme les ponts qui, rappelez-vous au début, coûtent plusieurs millions. Donc c'est quand même utile de savoir où les placer. Et pour finir, la valorisation de sciences participatives n'est pas anodine, puisque valoriser les sciences participatives, c'est montrer aux contributeurs que leurs efforts ont un intérêt, et donc ça permet de contribuer à la motivation de ces participants, qui en retour continuent à participer et à fournir toujours plus de données pour toujours plus alimenter les connaissances scientifiques sur le sujet, qui en retour continuent à augmenter la participation, la motivation pour la participation des participants. Mais également, ces sciences participatives, au-delà de la récolte de données, ont une valeur éducative et de sensibilisation, ce qui permettrait peut-être de faire un levier d'action sur ce moteur indirect de la perte de biodiversité qu'est la déconnexion de l'homme avec la nature qui l'entoure. Et je finis cette présentation en remerciant bien sûr mon école doctorale ainsi que mes 2 laboratoires. Je remercie infiniment la LPO pour son aide tout au long de ce projet,
les financeurs, le CERES et le SR3A, le centre de soins, le Ticodrome qui m'a procuré plusieurs animaux morts pour mes expériences, et le taxidermiste Jacques Gilbert qui m'a appris à faire de la taxidermie. Je remercie également mon jury de thèse qui a accepté de relire mes travaux. Je remercie du fond du cœur mon équipe d'encadrement, mes directeurs Thierry et Christophe ainsi que Julien de la LPO. Je remercie les chercheurs qui ont accepté de faire partie de mon comité de suivi de thèse, et également un grand merci à tous les bénévoles qui se sont déplacés, qui m'ont donné du temps pour venir participer à certaines de ces expériences. Je remercie Simon Benamou du CEF et le centre de calcul du LBBE pour la partie théorique de ce projet de thèse, et Marie-Paul de Tiersan, président de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Sébastien Tessier qui est son directeur général, également Francisque qui est le directeur de la délégation territoriale de l'Ain, et Patrick et Louis qui sont des présidents des délégations territoriales, toutes ces personnes qui m'ont aidé et continuent à m'aider sur ce projet. Et bien sûr, je remercie mes collègues, l'équipe de recherche et les thésards qui sont dans mon bureau.